1, 2, 3. Là, il est vert. Désolé pour les soucis techniques. On y va? Ok. Bonjour à tous, soyez bienvenus chez CoinHouse. Je m'appelle Manuel Valente, je suis le directeur notamment de la recherche chez CoinHouse. Et habituellement, on fait souvent des présentations globales sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Aujourd'hui, on a voulu faire une présentation un peu plus technique, destinée à un public qui soit un peu plus au courant des problématiques justement techniques. Petite question, est-ce que parmi vous, quels sont les gens qui sont des informaticiens? D'accord. Alors, je suis désolé si je vais un peu trop dans la technique, éventuellement vous pourrez me poser des questions, mais l'idée c'est d'aller un peu plus en profondeur sur la technologie et sur les explications autour des concepts de comment fonctionne véritablement le Bitcoin et la blockchain d'un point de vue technique. Alors, l'idée c'est que imaginez que vous avez un projet à effectuer et qu'on vous donne comme projet de créer un moyen de paiement numérique qui soit à la fois complètement sécurisé et complètement décentralisé. Alors qu'est-ce que ça signifie? Il faut que dans votre système de paiement, il n'y ait aucun serveur centralisé, il n'y ait pas de tiers de confiance et il n'y ait aucun responsable nulle part. Alors ça, c'est relativement difficile. Si moi je vous donne un projet qui consiste à créer un moyen de paiement, la chose la plus facile à faire, ça va être de créer une base de données, même avec un tableur Excel, et vous allez pouvoir rentrer le nom de telle ou telle personne et le montant que chaque personne est là. Et ensuite, lorsque une personne décide d'envoyer des fonds à une autre personne, vous allez juste enlever les montants à la première et les rajouter à la deuxième. C'est aussi simple que ça. Tous les moyens de paiement qu'on voit sur des sites avec des moyens de paiement où vous utilisez votre téléphone, ils vont fonctionner de cette façon-là. Votre banque fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire il y aura une base de données quelque part qui contient les noms de chaque utilisateur, les montants dont il dispose, et à chaque fois que vous allez faire un transfert d'une personne à une autre, vous allez enlever le montant à l'un et le rajouter à l'autre. Maintenant, je vous dis non, on ne va pas faire ça. La première des règles qu'on va s'imposer pour notre système, c'est qu'il n'y aura pas de serveur centralisé. C'est qu'il n'y aura... Oui. Excusez-moi, juste un détail, parce qu'on voit souvent les deux termes. Quelle est la différence entre décentralisé et distribué? Je vais y revenir tout à l'heure. Mais la première chose que je vais vous dire, c'est dans notre système de paiement, on ne va pas avoir de serveur. On ne va pas avoir de source unique de l'information qui contient de l'information sur les comptes. Pire que ça, on n'aura même pas l'information sur les comptes clients. Donc là, vous vous rendez compte déjà que ça va être relativement difficile à mettre en place. Ça va être beaucoup plus compliqué que juste de créer une base de données et de dire, voilà, j'ai l'ensemble des informations de chaque client. Alors, comment on va faire? Le premier problème qu'on va se poser, ça va être le problème de l'identité de nos utilisateurs. Encore une fois, imaginez un système de banque ou autre. La première chose que je devrais faire, c'est créer un compte pour chaque utilisateur. Chaque compte correspondra à une personne. Il va devoir me donner sa pièce d'identité, etc. pour que je lui crée son compte et il aura son numéro en particulier.
Maintenant, je vous dis non. On va commencer par dire qu'on a une identité décentralisée, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer de compte pour chaque utilisateur. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors, on va commencer par regarder la question qui se pose, c'est comment est-ce que je peux prouver mon identité sans jamais fournir une donnée qui soit secrète? Et vous avez des technologies qui existent d'ores et déjà. C'est des technologies qui datent surtout des années 90, dont vous avez peut-être entendu parler, surtout les informaticiens parmi nous. Des technologies qui s'appellent notamment PGP, SSH ou X509. C'est des technologies où je vais prouver mon identité sans jamais devoir fournir un secret pour la démontrer. Alors on va regarder un tout petit peu en détail comment ça se passe. Voici le concept de ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. La cryptographie asymétrique fonctionne de la façon suivante. Vous avez quelqu'un qui a envie d'envoyer un message et qui a envie d'envoyer un message qui puisse être vérifié. C'est-à-dire que moi, si je vous envoie un message par email, vous allez voir qu'il provient de mon adresse mail, mais ça peut se violer. C'est-à-dire, je peux me faire passer pour quelqu'un d'autre, je peux mettre dans le message une adresse mail différente qui correspond à l'identité de quelqu'un d'autre. Et je me fais passer pour la personne et je suis capable d'envoyer un email. Notez par exemple qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une très grande entreprise française dont il y a un message qui est censé être passé, qui provenait de cette entreprise et qui est un message qui disait que leur directeur financier venait d'être condamné pour malversation ou autre. En fait, c'était un faux message. Parce que quelqu'un avait réussi juste à modifier ce qu'on appelle les headers de mail pour pouvoir se faire passer pour les gens qui étaient responsables de l'entreprise en question. L'entreprise, elle a quand même perdu un truc comme 19 milliards d'euros de valorisation sur la bourse de Paris parce que quelqu'un avait réussi à forger un message. Donc, l'idée de vérifier le contenu et la personne qui envoie un message, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça en s'assurant totalement de la sécurité de l'ensemble de la transaction? Je prends mon ordinateur et je crée un message. Ça peut être un mail, ça peut être n'importe quoi. Ce message, je vais lui apposer une signature électronique. Cette signature électronique, je vais l'apposer avec ce qu'on appelle une clé privée. Alors une clé privée, vous voyez, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est un très très long chiffre. Et c'est quelque chose que j'ai juste tiré au hasard. Je la tire complètement au hasard avec mon ordinateur. C'est juste un très long nombre que j'ai demandé à mon ordinateur de tirer au hasard. Et cette clé privée, je vais pouvoir en dériver ce qu'on appelle une clé publique. La clé publique, ça va être le pendant de la clé privée, mais qui ne permettra pas de signer des messages. Vous voyez ici, la clé privée, elle sert à créer une signature électronique sur mon message. Mais la clé publique, elle va permettre de vérifier le message que j'ai envoyé. Donc on a vraiment une bijection entre la clé privée et la clé publique. La clé privée sert à signer des messages, la clé publique sert à la vérifier. Alors, l'idée essentielle, c'est de dire que en aucun cas, ma clé privée ne va circuler sur le réseau. Donc, je vais prendre le message, je vais lui appliquer une signature électronique avec ma clé privée, je vais envoyer sur le réseau la signature ainsi que le message, et n'importe qui de l'autre côté du réseau va pouvoir vérifier la signature de mon message avec ma clé publique. En aucun cas, ma clé privée ne s'est baladée sur le réseau. Même si mon ordinateur est surveillé, même si mon réseau est lu, etc., je ne cours absolument aucun risque tant que ma clé privée ne circule pas sur le réseau. Notez que vous avez aujourd'hui, on ne fonctionne toujours pas comme ça. Aujourd'hui, la plupart de la sécurité informatique est gérée par des mots de passe. Et les mots de passe, ils vont circuler sur le réseau. Si j'arrive à intercepter votre mot de passe, je suis capable d'accéder à votre compte. Que ce soit sur Gmail, Facebook ou n'importe quel autre système, vous avez ce problème-là. Donc, bien entendu, on espère que le concept de signature digitale et de cryptographie asymétrique pourra se développer de plus en plus pour éviter ce genre de problématique et pour qu'on n'ait plus des comptes qui soient volés. Ce qui est intéressant, c'est que chaque signature va être unique pour un document et pour une clé privée donnée. Ce qui veut dire que si jamais quelqu'un réussissait à intercepter mon message sur le réseau et à modifier ne serait-ce qu'un seul caractère sur mon message, eh bien ma signature devient immédiatement invalide. Et donc la personne qui reçoit mon message, elle saura que ce message a été modifié ou bien que la signature n'a pas été appliquée correctement à mon message. Donc on a une sécurité absolue
qui nous permet de vérifier tous les échanges. Alors maintenant, appliquons ce principe de cryptographie crypto-asymétrique au concept d'envoyer des fonds. Supposons que le message dont je vous ai parlé il y a 2 secondes, ce soit un message d'envoi de fonds. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un message qui contient un compte en entrée. Je vais dire ce compte d'entrée va envoyer un montant, qui peut être des euros, qui peut être n'importe quoi, va envoyer un montant à un compte de sortie. Voilà mon message. Et ce message, je vais lui appliquer une signature électronique avec ma clé privée. Alors l'avantage de ce système, c'est que n'importe qui a la possibilité de vérifier instantanément que cette signature électronique est valable, à condition de disposer de ma clé publique. Et c'est toujours ce principe de ma clé privée, je la conserve, la clé publique, je la donne, et n'importe qui a la possibilité de vérifier n'importe quelle signature s'il dispose de la clé publique. D'accord ? Voilà le principe fondamental. Et donc on se dit, l'idée c'est, on va prendre des transactions qui vont être des transactions qui permettent d'envoyer des fonds et qui vont utiliser ce système. L'idée, c'est donc une clé privée, c'est juste un nombre aléatoire que je génère moi-même sur mon ordinateur. Et l'idée, c'est que du coup, je n'ai pas besoin que cette clé privée soit enregistrée où que ce soit. À partir du moment où j'ai généré une clé privée sur mon ordinateur personnel, cette clé privée est immédiatement valable et peut me servir à faire n'importe quelle transaction. Et chaque transaction va être signée avec une clé privée. Et on considère que si la signature correspondant à la clé privée est valable, alors la transaction est valable, elle sera acceptée par le réseau. Mais là, maintenant, on a un problème. Si je suis capable de générer des transactions, et chaque fois que je génère une transaction, je prends des montants de mon compte, je les envoie sur un compte qui est externe et j'y applique une signature électronique, se pose le problème suivant. 2 transactions signées avec les mêmes fonds sont toutes les 2 valides. Imaginons que je dispose sur mon compte de 1000 euros. Je déclenche une première transaction vers vous avec ces 1000 euros. Je dis je vous les envoie, je la signe avec ma clé privée. Cette transaction elle est considérée comme valable. Mais juste après, 10 minutes plus tard, je refais une nouvelle transaction où je vous envoie les mêmes fonds avec la même signature électronique. Cette transaction elle est également valable. Je ne peux plus dépenser 2 fois les mêmes fonds. Et ça c'est un problème. Voyons comment on peut résoudre ça. Il va nous falloir ce qu'on appelle un registre, un livre de compte. D'accord ? Donc un livre de compte, c'est quelque chose qui va dire telle personne dispose de tel montant, telle autre personne dispose de tel autre montant, et bien entendu, si j'ai dépensé tous mes fonds, je ne peux pas en dépenser davantage. Mais, problème, je ne peux pas, encore une fois, avoir quelque chose de centralisé. Je ne peux pas avoir une machine à laquelle tout le monde va faire confiance, parce que dans ce cas-là, j'ai un aspect centralisé et je ne peux pas garantir la décentralisation de mon système. Alors comment je vais résoudre ce problème? Maintenant, pour répondre à votre question, la différence entre le concept de centralisé, décentralisé et distribué. Centralisé, vous avez un modèle comme ça. C'est le modèle que je vous ai décrit au tout début, c'est-à-dire j'ai un système de paiement et ce système de paiement, c'est moi qui gère intégralement la gestion des fonds et c'est moi qui gère intégralement les comptes. À chaque fois que quelqu'un veut faire une transaction sur ce système, mettons que cette personne-là veut envoyer des fonds à celle-ci, elle va être obligée de passer par l'intermédiaire central. Ça, c'est un système centralisé. Un système décentralisé, et malgré le nom qu'on lui prête, c'est le système qu'utilisent les banques à l'heure actuelle. Donc les banques, elles utilisent ce système-là. Si j'ai une personne qui se situe ici, qui veut envoyer des fonds à cette personne-là, comment ça va se passer? Eh bien, d'abord, je vais donner un ordre à ma banque, et cette banque-là va envoyer les fonds à l'autre banque qui va ensuite les reverser sur le compte de la personne. Donc on a un système dit décentralisé parce qu'il n'y a pas d'acteur central, mais on a différents acteurs autour desquels se regroupent les différents clients. Un système distribué, c'est un système où on n'a aucun point central. Alors, je vous ai parlé depuis le début de décentralisation, c'est un abus de langage. En fait, on doit dire que c'est un système distribué. On cherche à établir un système basé sur la confiance et qui soit complètement distribué sans qu'il y ait le moindre point central nulle part sur le système. Comment on va y arriver? Alors imaginez que j'ai des machines qui sont reliées les unes aux autres. D'accord ? Un réseau peer-to-peer avec des machines qui sont connectées les unes aux autres sur le réseau. Et on va dire que chacune de ces machines va contenir une copie d'un registre qui contient
l'intégralité de toutes les transactions qui ont lieu sur ce registre. D'accord ? Donc j'ai un historique complet de l'ensemble de toutes les transactions. J'ai l'équivalent d'un registre, d'un livre de compte. Maintenant, j'ai une de ces machines-là qui reçoit une nouvelle transaction. Et cette nouvelle transaction, on lui dit, il faut la rajouter au livre de compte global. Cette machine, elle va être responsable de 2 vérifications. La première vérification, c'est que bien entendu, elle va vérifier que la signature électronique qui a été apposée sur le message est valable. Si la signature n'est pas valide, immédiatement on met la transaction à la poubelle et on ne va pas plus loin. Et on appelle ça des nœuds. Ce nœud va être responsable également de vérifier si les fonds que la personne est en train de dépenser, il peut toujours les dépenser puisqu'il a la copie complète du livre de compte et donc il peut savoir si la transaction peut être effectuée parce que la personne a les fonds suffisants. D'accord. Si ces 2 conditions sont réunies, alors ce nœud va envoyer la transaction, une copie de cette transaction, à l'intégralité des autres nœuds qu'elle voit sur le réseau. Et ainsi de suite. On a cette transaction qui va se propager comme ça de part en part jusqu'à ce que l'intégralité des nœuds qui soient présents sur le réseau puissent avoir une copie intégrale de ça. Donc vous voyez, à chaque fois, il va être responsable de vérifier la signature électronique et l'unicité de la transaction. Le fait que je ne suis pas en train de dépenser 2 fois les mêmes fonds. Sur l'ordinateur en haut, qui c'est qui va vous donner l'information? C'est un autre qui a reçu auparavant l'information? Absolument. Et cet ordinateur ici ou l'autre, eux aussi, ils vont être capables de vérifier instantanément que, encore une fois, la signature est valide et que les fonds ne sont pas dépensés 2 fois. Ça prend une microseconde à vérifier. C'est vraiment pas très coûteux. Ça vérifie si les fonds ne sont pas dépensés 2 fois ou s'il y a assez de fonds pour que la transaction soit valable. En fait, ça vérifie si les fonds ne sont pas dépensés 2 fois. Parce que lorsqu'on fait une transaction sur le réseau, à chaque fois, il va être nécessaire de vider intégralement le contenu du compte sur lequel les fonds sont pour pouvoir les reverser sur un autre compte. Cet autre compte, il peut vous appartenir également. Ça, c'est des détails un peu techniques. De fait, on va se retrouver sur chacun des nœuds du réseau, on va se retrouver au bout d'un moment avec une synchronisation parfaite et chacun des nœuds va contenir l'intégralité de toutes les transactions. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va donner beaucoup de robustesse au système. Si vous avez un de ces nœuds qui tombe en panne ou qui est hacké ou qui a des problèmes techniques quelconques, ce n'est pas un problème parce que vous avez toujours les autres. Sur le réseau Bitcoin, à l'heure actuelle, vous en avez à peu près 10 000 de ces machines. Ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui peut installer une de ces machines chez soi. Vous allez sur Internet, vous tapez « Installer Bitcoin », vous allez tomber sur un site, vous téléchargez un petit logiciel et après avoir synchronisé l'intégralité des transactions qui sont sur le réseau, vous avez un nœud qui est tout aussi utilisable et tout aussi valable que n'importe quel autre. Donc, j'ai un système de livre de compte qui est complètement décentralisé. Donc, n'importe qui peut être une node. Comme je vous ai dit, vous pouvez juste aller sur Internet, vous téléchargez le logiciel qui va bien et immédiatement vous êtes une node aussi valable. Chaque node a la possibilité de vérifier et de redistribuer l'intégralité de toutes les transactions. Et chaque node contient une copie intégrale et complète de l'ensemble des transactions qui ont eu lieu sur le système. D'accord ? Mais, problème, encore une fois, là on est content, on a un livre de compte qui est distribué, on garantit qu'une personne ne pourra pas dépenser 2 fois les mêmes fonds et donc multiplier la masse monétaire de cette façon-là. Mais le problème est le suivant. Une node mal intentionnée pourrait éventuellement modifier ou supprimer des transactions. Rappelez-vous, n'importe qui peut devenir une node. Moi, j'ai accès à la node qui est chez moi. J'ai la possibilité d'aller modifier le contenu des informations qui sont dessus. C'est mon ordinateur, j'en fais ce que je veux. Donc, je peux très bien, par exemple, dire que la transaction que vous avez envoyée sur le réseau, je la considère comme non valide. Hop, je l'efface et les fonds, ils ont disparu, par exemple. Enfin, en fait, ils reviendraient sur votre portefeuille. Mais si, par exemple, moi, je vous envoie des fonds, eh bien, immédiatement derrière, hop, je supprime cette transaction et les fonds sont à nouveau sur mon portefeuille. Et je suis bien content. Donc, comment est-ce qu'on fait pour empêcher qu'il y ait des nodes mal intentionnées qui aient la capacité de modifier ou bien de supprimer des transactions? On va parler de hachage. Alors, le hachage, c'est une fonction informatique. Qui connaît la notion de hachage? Ok. Le hachage, c'est une fonction informatique qui va permettre
de réduire de l'information en un petit bloc de données. Alors, par exemple, si vous prenez en entrée, par exemple, le mot renard, et que vous lui appliquez une fonction de hachage, vous allez obtenir un bout de code binaire qui ressemble à ça. Ce qui est intéressant, c'est que si je modifie ne serait-ce qu'un petit morceau d'information et que je le fais tourner à nouveau à travers les fonctions de hachage, j'obtiendrai une empreinte, on appelle ça l'empreinte, c'est le résultat de la fonction de hachage, j'obtiendrai une empreinte qui à chaque fois est totalement différente. Donc, je prends une fonction de hachage, à chaque fois, elle va me produire une empreinte numérique différente d'une donnée que je vais lui rentrer à l'intérieur. Cette fonction de hachage, et ça c'est très important, elle est à sens unique. C'est-à-dire, à partir de l'empreinte finale, je suis incapable de revenir à l'information initiale de laquelle je suis parti. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le résultat est toujours identique. Que je prenne un ordinateur Windows, un Mac ou un autre type de machine, si je mets la même entrée, en sortie de la même fonction de hachage, j'aurai toujours la même empreinte. D'accord ? Alors des exemples de fonctions de hachage, vous en avez ici. Vous avez par exemple SHA-256 ou MDF5. MDF5 n'est plus utilisé à l'heure actuelle parce qu'au niveau sécurité, ce n'est plus adapté. Alors, voilà ce que je vais faire. Pour empêcher qu'une node puisse devenir malhonnête, je vais faire la chose suivante. Je vais prendre tout un tas de transactions. C'est des transactions qui viennent d'apparaître sur le réseau. N'importe qui est en train d'envoyer des nouvelles transactions. Et ces transactions, je vais les regrouper dans un fichier qui contient l'intégralité de mes transactions. Vous voyez, donc A envoie 50 unités à B, F envoie 32 unités à K, etc., etc. Je prends toutes les transactions qui sont en attente de validation. Donc déjà, je vais faire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette vérification que oui, la signature électronique est correcte et que oui, on n'est pas en train de faire une double dépense. Si ces deux conditions sont réunies, je prends ma transaction et je la rajoute à l'ensemble des transactions qui sont en attente. Et je calcule ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un hash avec notamment la fonction SHA-256. J'obtiens un identifiant qui est unique, mais qui ne ressemble absolument à rien. Mais bon, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et j'ai rajouté aussi au passage ce qu'on appelle un nonce, c'est-à-dire juste une valeur aléatoire. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Alors, si je veux augmenter artificiellement la difficulté de mon calcul de hash, parce que le hash c'est quand même quelque chose qui est très simple et très rapide à calculer, je pourrais dire que j'aimerais avoir un pattern obligatoire. J'aimerais par exemple que le hash que j'obtiens, que j'ai obtenu ici, je ne le considère comme valide que s'il commence par exemple par une vingtaine de zéros. Donc si je vous ai mis juste ici, on veut que le hash commence par un certain nombre de zéros. Alors, comme je vous ai dit, une fonction de hachage, je ne peux pas revenir en arrière. Donc la seule façon que j'ai, c'est de retenter de faire des nouveaux calculs de hash relativement rapidement, d'en faire des centaines, des milliers, des millions, jusqu'à ce que je trouve un hash qui a la bonne tête. Donc j'ai besoin de force brute. J'ai besoin de faire des calculs et des calculs. Je n'ai aucun moyen de déterminer à l'avance à quoi mon hash va ressembler. Donc je suis obligé de faire des millions et des millions de tentatives. Donc j'ai besoin de force brute et j'aurai besoin plus tard de récompenses. Et ce système-là, je vais l'appeler le minage. Vous allez voir pourquoi. Oui. Parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, je ne peux pas faire confiance aux nodes du réseau. N'importe qui peut installer une node chez soi. Ce qui veut dire qu'une personne qui a une node chez soi, elle contrôle son propre disque dur, elle est capable de supprimer des transactions, ou d'en inventer, ou de faire n'importe quoi. Donc j'ai donc besoin d'un moyen pour garantir que toutes les nodes ont la même information et que chacune des nodes est incapable de modifier et d'altérer l'information. Alors regardez ce que j'ai fait. Ici, je prends à nouveau une liste de transactions et je rajoute un facteur aléatoire et je calcule le SHA-256 sur ce fichier. J'obtiens encore une fois un hash qui n'a l'air de rien. Et qu'est-ce que je fais? Je modifie juste la partie aléatoire, le nonce. Et je le modifie, j'obtiens à nouveau un hash qui n'a l'air d'absolument rien. Et je continue. Je fais des milliards et des milliards de tentatives ici, jusqu'à ce qu'à un moment donné, avec un nonce particulier, je tombe sur un hash qui a cette tête-là. D'accord? Et à ce moment-là, la machine qui a fait cette opération, elle considère que le hash est valide et que toutes les transactions
qui étaient dans la liste ici sont maintenant confirmés. Et pourquoi le hash devant n'est pas valide? Pardon? Pourquoi le hash devant n'est pas valide? Comme je vous disais, on veut qu'il y ait un pattern. On veut que le hash il ressemble à quelque chose. Et pour que ce soit artificiellement difficile, on a choisi par exemple que le hash doit commencer par un nombre suffisant de zéros. 15, 20, ça va dépendre. D'accord? Ça pourrait être n'importe quoi. On aurait pu dire, on veut que le hash commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Mais par défaut, on a dit, on va vouloir que le hash il ait un nombre de zéros fini. Et ça, de manière aléatoire, on aura toujours, in fine, ce nombre, ces 20 zéros, cet pattern. C'est complètement aléatoire. D'accord? Lorsque je fais un calcul de hash, notamment ici avec la fonction SHA-256, je n'ai aucun moyen, a priori, en partant de l'information, de savoir à quoi ressemblera le hash avant de le calculer. D'accord? Qu'est-ce qui définit le pattern? On a juste choisi par convention que ce soit un certain nombre de zéros. Ça pourrait être n'importe quoi, mais c'est à peu près a priori le plus simple. Vous savez, en informatique, on aime bien mettre des zéros partout. J'étais un peu en retard, je m'excuse. Quand vous dites souvent, et je suis très béotien, on a du mal à imaginer un système distribué sans pilote, comme tout administrateur système dans un système d'info. Et le on, c'est qui? Alors, le on, ça va être des informaticiens. Il y a à peu près une centaine d'informaticiens qui sont capables de modifier le protocole Bitcoin, mais au final, c'est des gens qui n'ont pas un pouvoir infini. Alors pourquoi? Parce que si je reviens juste un tout petit peu en arrière, rappelez-vous ce que je vous ai dit ici, c'est-à-dire on a un réseau de machines qui sont sur un réseau peer-to-peer, et chacune de ces machines va avoir une copie à la fois de l'intégralité de toutes les transactions qui ont lieu sur le réseau, mais également une copie du protocole lui-même. Ce qui veut dire que cette centaine d'informaticiens, eux, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est proposer des nouvelles évolutions du protocole. Mais ce sera à la charge des propriétaires de toutes ces machines de vouloir ou pas mettre à jour leur machine pour pouvoir faire évoluer le protocole. Donc, ultimement, les gens qui décident de l'évolution du protocole seront les propriétaires des nœuds sur le réseau. Alors, c'est un système de consensus. C'est-à-dire, il n'y a pas la nécessité qu'on arrive à 100% de consensus, sinon on n'y arriverait jamais. Imaginez avec des acteurs différents qui sont dans des pays différents, avec des intérêts potentiellement divergents. Mais on considère que si vous avez, allez, 80-90% des gens qui mettent à jour leur machine sur le réseau, on a fait évoluer le protocole et on a une nouvelle version. Les 10% qui restent, eux, ils seront plus compatibles. Ils pourront plus se connecter à l'ensemble du système et leur blockchain, elle va dériver. D'accord ? Donc, ils auront forcément intérêt à rejoindre le reste en mettant à jour leur machine. De la même façon, si vous avez des gens qui proposent une nouvelle évolution du protocole et que vous avez très très peu de gens qui l'acceptent, cette modification, elle sera juste rejetée. Le pourcentage de consensus, c'est toujours défini, c'est 80, 90, Non, 51. il n'y a aucun pourcentage défini. D'accord ? Au pire, le pire des cas, ce qui peut se passer, c'est que vous avez un pourcentage non négligeable de personnes qui veulent une modification et un autre pourcentage qui n'en veut pas. Alors, c'est des cas qui sont déjà arrivés. En particulier, le 1er août 2017, ce cas est arrivé où vous avez à peu près 15% des nodes qui se sont mises à jour avec une nouvelle modification du protocole qui était incompatible avec le protocole existant. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce phénomène, il porte un nom, il s'appelle un hard fork. Un hard fork, c'est quand vous avez la création de deux blockchains incompatibles à partir d'une blockchain principale. D'accord ? C'est des phénomènes qui arrivent quelquefois lorsque on n'arrive pas à établir un consensus. Dans ce cas-là, il se produit vraiment ce phénomène. Vous avez deux blockchains qui apparaissent à partir d'une seule, et ensuite ces deux blockchains elles peuvent continuer leur vie tranquillement. Je vais vous en parler. Oui. Ça veut dire que les 15% minoritaires qui n'ont pas accepté le nouveau protocole, par exemple? Non, c'est le contraire. 15% ont évolué vers un autre protocole. Oui, mais s'il y a une majorité qui ont adopté pour un nouveau protocole et pas une minorité, ça veut dire que toutes les transactions de ces minorités de notes sont rejetées? Alors, en fait, lorsqu'il se produit un hard fork,
les... Sans que ce soit hard fork. Alors, si c'est pas un hard fork, l'ensemble des nodes auront toujours le même protocole et se resteront toujours compatibles. L'idée même de hard fork, c'est le fait de dire on va faire une évolution du protocole qui rend incompatibles les machines qui ne seront pas mises à jour. D'accord? En fait, ça part sur une blockchain. En fait. Absolument, oui. Donc, ça Alors, a rapport avec la blockchain initiale, ça suit son propre chemin. oui, mais notez un point important, c'est que jusqu'au moment où le hard fork se produit, les deux blockchains sont identiques. Alors ceci a une implication intéressante pour les gens qui possédaient du Bitcoin, c'est que le 31 juillet 2017, si vous aviez par exemple 5 Bitcoins, eh ben, au 1er août, vous vous retrouvez avec 5 Bitcoins plus 5 Bitcoin Cash. Parce que vous avez vos Bitcoins qui existent sur la blockchain normale Bitcoin et vous avez une nouvelle blockchain qui est apparue, qui a l'historique de toutes les transactions et donc qui a bien un historique de votre transaction ancienne qui possédait 5 Bitcoins. Donc un hard fork, c'est toujours positif pour les gens qui possédaient la monnaie en question. Même si, après du point de vue économique, on peut considérer que ça peut éventuellement dévaluer les avoirs en fonction de la somme totale de la richesse sur le système. Et là, pour la petite histoire, elle est toujours valable, les deux blockchains Oui. Oui. Alors évidemment, le cours de chaque crypto-monnaie, il n'est pas forcément identique. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le cours du Bitcoin est aux alentours de 5 500 €. Le cours du Bitcoin Cash, si je ne me trompe pas, il est aux alentours de 1 000 €. Et il y a beaucoup moins de transactions qui se font sur la blockchain Bitcoin Cash que la blockchain Bitcoin. Donc, la solution par rapport à la corruption des données sur une node qui serait malhonnête s'appelle donc la blockchain. Rappelez-vous, modifier ne serait-ce qu'une seule transaction à l'intérieur ici implique de recalculer intégralement le hash. Implique donc de refaire tout le calcul avec des milliers et des milliers de nonces différents jusqu'à ce que je réussisse à obtenir un hash valide qui remplacerait le bloc qui avait été créé avec un bloc qui ne contient plus la transaction que je veux enlever. C'est donc... C'est pas l'ensemble des transactions qui sont passées depuis des années, c'est une série de transactions sur une durée déterminée. Sur 10 minutes. Sur 10 minutes. Ouais. Sur 10 minutes. Mais vous allez voir que ça va être un peu plus difficile. Et donc, la difficulté de modifier ne serait-ce qu'une transaction est proportionnelle à la capacité de calcul de toutes ces machines qui font ce travail et qu'on appelle les mineurs. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, la capacité de calcul totale de des mineurs avoisine environ 30 10 puissance 18 H par seconde. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. À chaque fois que je vais modifier ici un nonce, c'est un calcul de H. Aujourd'hui, la puissance de calcul des mineurs est de 30 milliards de calculs de H par seconde. OK ? Et donc, bien entendu, la sécurité de l'ensemble du système dépend de cette puissance de calcul globale de l'ensemble du système de minage. Alors, en vrai, ça ressemble à ça. Ici, vous avez donc l'ensemble des transactions qui sont incluses à l'intérieur d'un bloc donné. Ensuite, on a ici le calcul du hash, avec un nombre de zéros suffisant. Et ce qui est intéressant, alors je ne vais pas vous parler tout de suite de ça, je vais vous parler un peu plus longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que le hash en question ne contient pas que les transactions, il contient également une référence sur le hash précédent, sur le bloc précédent. Alors c'est là que c'est intéressant parce que vous vous rendez compte que ici, donc, on appelle ça un bloc, et chaque bloc va être chaîné au bloc précédent, d'où le terme de blockchain, une chaîne de blocs de transactions. Voilà d'où vient le nom. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que plus une transaction va être ancienne, plus elle va être difficile à être modifiée. Dans la mesure où chaque bloc contient l'identifiant du bloc précédent, si jamais vous vouliez modifier le dernier bloc qui vient d'apparaître, c'est relativement difficile, mais ce serait éventuellement possible. Si vous voulez modifier une transaction sur un bloc qui a déjà été placé sur la blockchain et qui a un nouveau bloc, ça va vous coûter 2 fois plus de puissance de calcul parce qu'il va vous falloir recalculer 2 blocs. Parce qu'à chaque fois, le bloc fait référence au bloc précédent. Donc, la difficulté de modifier une seule transaction sur la blockchain
est égal à la capacité de minage de l'intégralité de tous les mineurs multiplié par le nombre de blocs qui ont existé depuis que la transaction a été créée sur la blockchain. Donc c'est pour ça que quelquefois on va conseiller, lorsque vous voulez vraiment être sûr que votre transaction ne sera pas modifiée, ne sera pas annulable, etc., d'attendre qu'il y ait eu plusieurs blocs qui soient créés. Quelquefois on dit 6, aujourd'hui à un bloc ou 2 confirmations, c'est déjà largement assez vu la puissance de calcul que le réseau de minage a à l'heure actuelle. Et donc c'est comme ça qu'on garantit que les transactions sont immuables sur l'intégralité du réseau. Alors vous allez me dire, ok, mais la puissance des ordinateurs augmente au fur et à mesure, donc au bout d'un moment, ça va être de plus en plus simple pour des gens éventuellement de fournir suffisamment de puissance de calcul pour annuler des transactions. Bien non, parce que le système a été pensé de telle façon à ce que cette difficulté, elle soit recalculée tous les 2016 blocs. 2016 blocs, ça fait à peu près 15 jours. Donc tous les 15 jours, le réseau va regarder, en fait, on essaie de se débrouiller pour qu'il y ait un nouveau bloc qui sorte toutes les 10 minutes. Et si on a un bloc toutes les 10 minutes, on ne va rien toucher. Si on a un bloc qui a été sorti toutes les 12 minutes, c'est que la difficulté était trop importante. Et là, on va réduire la difficulté en réduisant le nombre de zéros qui est nécessaire pour qu'un hash soit valide. Si par contre, au cours des 15 derniers jours, au cours des 12 016 derniers blocs, on a trouvé qu'on a un bloc toutes les 8 minutes, eh bien automatiquement, le réseau va réadapter la difficulté pour l'augmenter et donc rajouter plus de zéros dans le but de retomber sur un bloc toutes les 10 minutes généré par le réseau. Alors, tout ça, ça a un coût. 30 fois 10 puissance 18 calcul de hash par seconde, ça consomme pas mal d'électricité. Par contre, la difficulté est recalculée par. C'est tous les nœuds qui disent voilà, on a changé la difficulté. Oui, tous les nœuds vont décider en même temps, selon un algorithme qui est très simple, qui regarde juste le nombre de. Ça ne peut pas être corrompu. Si vous arrivez à mettre à jour le logiciel sur suffisamment de nœuds, vous pouvez éventuellement faire la modification. Mais encore une fois, on retombe sur cette problématique, il vous faut un consensus. Il faut que tout le monde soit globalement d'accord pour faire évoluer le protocole sur n'importe quel aspect de son fonctionnement. Vous voyez, le système est vraiment très très solide. Donc, oui. C'est le système de la centralisation. Si admettons demain, on a 6 grands copains et on a 6 énormes fermes. Ouais. Admettons, il y a une mise à jour et moi, mes 6 grands copains, on n'en veut pas. Est-ce que, même si les autres sont d'accord comme nous, admettons, on a le plus de nœuds, est-ce que ça va être une grosse influence sur la. Alors, vous confondez deux choses, les nœuds et le minage. C'est vraiment deux univers complètement différents. Les nœuds, c'est juste des machines qui contiennent une copie du protocole et qui contiennent une copie de la blockchain. Les mineurs, eux, leur seul boulot, c'est de valider les nouvelles transactions en créant des nouveaux blocs et donc en fournissant des hashes sur les nouveaux blocs. Alors, effectivement, imaginez si vous avez des gens qui arrivent et qui disent bah, « moi, c'est simple, aujourd'hui, on compte à peu près 10 000 nœuds Bitcoin sur le réseau. » Si vous avez des gens qui arrivent avec suffisamment d'argent, ils peuvent très bien monter des machines, notamment chez Amazon, avec des milliers et des milliers de nœuds qui sont immédiatement disponibles, et arriver et dire bah, nous, on a plus de 50% du nombre des nœuds, donc on va faire telle ou telle modification au protocole. Alors vous pourriez éventuellement faire ça. Et vous pourriez même dire oui, et c'est nous le véritable Bitcoin. Mais le reste des nœuds, eux, ils peuvent très bien continuer avec leur propre blockchain. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça fait un hard fork. Après, ça fait un hard fork. Ça fait rien de plus qu'un hard fork. Et même si vous avez allez, 90% des machines sur le réseau, ça se verra. Ça se verra que c'est le même acteur, que c'est la même entité et qu'elle contrôle l'intégralité du système. Donc, et les utilisateurs choisiront la crypto à laquelle ils ont le plus confiance. Parce que le problème, c'est que ça va créer une affinité des hard forks. C'est possible, effectivement. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a à peu près une quarantaine de hard forks sur le Bitcoin. D'accord ? Mais c'est une bonne chose parce que si vous pensez que vous avez une idée formidable et que vous n'arrivez pas à établir un consensus sur la blockchain principale Bitcoin, allez-y, faites votre hard fork, créez votre propre copie de la blockchain avec des règles différentes. Et si le marché, si les utilisateurs pensent que c'est une bonne idée, eh bien ils commenceront à l'utiliser. Vous voyez ?
On a une liberté totale d'utilisation du système et on a zéro centralisation. Donc, comme je vous disais, 30 fois 10 puissance 18, 30 milliards de hash par seconde, ça consomme de l'électricité. On estime que l'intégralité du système de minage à l'heure actuelle sur le Bitcoin consomme à peu près 70 TWh au quotidien. 70 TWh, c'est à peu près un 3 millième de l'électricité qui est consommée à l'échelle globale, ce qui est déjà pas négligeable. Alors évidemment, ces gens, ils ont des coûts pour faire fonctionner ces machines-là. Leur facture d'électricité, vous pouvez imaginer qu'elle est relativement substantielle. Mais on a absolument besoin que les mineurs continuent à faire leur travail et continuent à valider toutes les transactions. Donc pour les remercier, on les autorise à créer une transaction spéciale à l'intérieur de chaque bloc, qui est une transaction de création monétaire. C'est une transaction qui, au lieu de prendre des fonds d'un compte et de les envoyer vers l'autre, prend des fonds de nulle part et crée 12 bitcoins et demi et les envoie au mineur qui a réalisé la transaction. D'accord ? 12,5 bitcoins, sachant que le cours du bitcoin est aux alentours de 5 500 € aujourd'hui. Ça dépend. Ça dépend de à quel point il reste, à quel point c'est rentable pour eux ou pas. Par rapport à la valeur d'électricité, par rapport au cours du bitcoin, par rapport au refroidissement des machines, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en compte qui définissent la rentabilité de faire tourner une opération de minage, bien sûr. Donc, cette création monétaire, elle est là pour remercier, pour payer les mineurs et pour les inciter à continuer à faire ce travail de vérification de chaque bloc et de chaque transaction. Notez que cette création monétaire de 12,5 bitcoins par bloc, elle va être divisée tous les 210 000 blocs, c'est-à-dire environ tous les 4 ans. Ce qui veut dire que le bitcoin, là spécifiquement sur le bitcoin, va être de plus en plus rare. Il y aura la création monétaire qui va se ralentir de plus en plus jusqu'à ce qu'à un moment, à force de diviser par 2 comme ça tous les 4 ans, on arrive à quelque chose qui soit complètement plat et qui n'ait plus de création monétaire. On estime qu'on arrivera aux alentours de 2140 à un total indépassable de 21 millions de bitcoins. D'accord ? Et c'est par ce système-là que c'est organisé. Les mineurs ont une deuxième source de revenus qui est une petite commission qui est placée par les gens qui envoient une transaction. À chaque fois que vous envoyez une transaction sur le réseau Bitcoin, vous devez payer une commission. Cette commission, elle est relativement faible, c'est de l'ordre de 10 à 20 centimes d'euros par transaction. Et c'est la personne qui envoie la transaction qui choisit le montant de la commission. Alors vous doutez bien que les mineurs, eux, ce qu'ils font, c'est que toutes les transactions qui leur arrivent, ils vont prendre en priorité celles qui offrent les meilleures commissions. Ce qui veut dire que si vous mettez une commission importante, votre transaction sera immédiatement minée, sera immédiatement ajoutée à la blockchain. Si vous mettez une faible commission, votre transaction elle risque d'attendre et de rester éventuellement plusieurs heures avant d'être rajoutée à la blockchain. La plupart du temps, ces fees, ils sont automatiques parce que les individus que je vois, moi je vous envoie, ils ne vont pas dire je vais mettre 0,20 ou 0,12 ou 0,14. C'est souvent transparent pour l'utilisateur qui gère le fait que vous mettiez 0,10 ou 0,15. La plupart du temps, ça va être votre portefeuille. D'accord, c'est géré à l'intérieur du wallet. L'application que vous utilisez, elle va regarder qu'est-ce qu'il y a comme fees à l'heure actuelle qui sont envoyées sur le réseau et elle va vous dire, moi je conseillerais de mettre tel montant en commission pour que ça passe immédiatement sur le réseau. Mais vous pouvez très bien, la plupart des portefeuilles vont vous dire, est-ce que vous voulez une commission haute, moyenne ou basse? Voilà, d'accord. Et certains portefeuilles vous permettent même de dire, je veux mettre une commission avec ce montant exact. Est-ce qu'il y a un calcul dans le protocole qui indique quel fees il faut mettre ou c'est complètement le hasard? Complètement libre. Complètement libre. C'est l'offre et la demande. Et bon, évidemment, plus les blocs sont remplis, les blocs, ils ont une taille finie. Les blocs, ils ont une taille de 1 mégaoctet maximum. Plus les blocs sont remplis, plus vous allez devoir mettre des commissions élevées pour que votre transaction soit acceptée rapidement. Alors, notez, vous voyez ici, je vous dis, les mineurs, ils ont en fait deux sources de revenus. La première source, ça va être de la création monétaire, à hauteur de 12 bitcoins et demi toutes les 10 minutes. La deuxième, ça va être les commissions sur chaque transaction. Eh bien, au fur et à mesure du temps,
moins il y aura de création monétaire et plus les mineurs devront tabler pour leurs revenus sur les commissions sur chaque transaction, jusqu'à ce qu'à un moment, ça devienne l'intégralité de leurs revenus. Alors, on a un système qu'on a démontré comme décentralisé. Pour que ça fonctionne, il faut bien entendu également qu'il soit open source. Si j'ai quelqu'un qui est capable d'aller mettre des backdoors et des systèmes secrets à l'intérieur, il va pouvoir prendre les bitcoins de n'importe qui. Donc l'ensemble du système est complètement transparent, n'importe qui a la possibilité de voir comment il fonctionne et à l'intérieur du code. On a une base de données qui n'a besoin d'aucune protection. La protection, c'est le système de minage. Il n'y a pas de login, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a absolument rien qui nécessite de protéger le contenu de cette base de données. On a un système qui est totalement ouvert et complètement transparent. Un historique de chaque transaction est disponible et l'intégralité de toutes les transactions sont complètement immuables. Impossible de modifier une donnée une fois que vous l'avez rentrée sur une blockchain. Alors, un des derniers aspects qui est intéressant, c'est une question qui se pose quelquefois, c'est OK, donc on a des mineurs qui sont en concurrence les uns avec les autres, qui travaillent sur des listes de transactions et qui rajoutent des valeurs aléatoires à chaque fois jusqu'à trouver un bloc qui a le bon pattern qui permettra d'être accepté par la blockchain. Qu'est-ce qui empêcherait que deux mineurs trouvent en même temps ou à peu près en même temps un bloc valable? Ça peut absolument arriver, d'accord? Donc, quand ce genre de choses se produit, on a ce qu'on appelle un soft fork. Vous avez imaginé ici, par exemple, voici un bloc, voici le bloc suivant qui a été calculé, et là, hop, j'ai deux mineurs qui trouvent à peu près en même temps un bloc valable. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les deux blocs ne sont pas forcément les mêmes transactions. Donc là, on se retrouve dans un état qui peut être un peu bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là? Les mineurs, forcément, ils vont continuer à miner. Et alors, certains de ces mineurs, ils vont se baser sur le hash qui a été obtenu par ce bloc, et certains autres sur celui-ci. Et alors, très simplement, ce qu'on fait, c'est que on attend qu'il y ait un nouveau bloc qui a été produit. Si on a de la chance, ça va être celui-là qui va être miné en premier. Sinon, ça va être celui-là. Le protocole définit que tout simplement, la chaîne de blocs la plus longue, c'est toujours la chaîne qui est la plus valide. D'accord? Donc on sait toujours quelle est la bonne chaîne. Vous voyez ici, hop, deux qui ont trouvé le même bloc. Ici à nouveau, deux qui ont trouvé, qui n'ont pas trouvé le même bloc, qui ont trouvé des blocs valides. Et ici, on a même, vous voyez, on a même pu continuer à miner à partir de ce bloc-là. Mais dans la mesure où ici, on en a trouvé 3, c'est cette chaîne qui est la plus longue, c'est cette chaîne qui est valide. Les transactions éventuelles qui n'existent pas à l'intérieur de cette chaîne-là, elles n'existent pas sur le réseau. Parce que c'est celle où il y a eu le plus de puissance de calcul allouée par les mineurs. D'accord? Qu'est-ce qui se passe au niveau création monétaire pour les deux blocs? Parce qu'il y a une création monétaire qui s'est faite Ouais. pour le bloc. Il ne peut pas le dépenser déjà, le mineur? Il disparaît. Les 12 bitcoins et demi qui lui avaient été générés, ils disparaissent. Il n'a pas le temps de les dépenser? Il n'aura pas le temps de les dépenser. Même s'il les dépense, alors malheureusement, si jamais il avait le temps de les dépenser et de recevoir un produit en échange, la personne qui lui a donné le produit, elle se verrait bien lésée. D'où le fait qu'on dit souvent d'attendre quelques blocs pour être sûr que votre bloc va être aux alentours de ce bloc-là et qu'il n'y aura pas de soft fork avec votre transaction qui disparaît. Donc il aura travaillé pour rien. Pardon? Il aura travaillé pour rien. Il aura travaillé pour rien malheureusement. D'accord? Mais encore une fois, parce qu'on a un système qui est complètement décentralisé, nulle part je pourrais dire ouais, entre ces deux blocs, moi je choisis celui-ci ou celui-là. Parce que ça voudrait dire que j'aurais une entité centralisatrice qui a la possibilité de choisir. Et je ne veux jamais faire ça. Je veux toujours, vous voyez, depuis le début de mon talk, je veux toujours ne jamais avoir à dépendre d'une entité centralisatrice telle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qui se passe pour les transactions qui sont dans le bloc qui disparaît? Alors, la plupart du temps, si on a de la chance, la plupart du temps, les deux mineurs, ils ont travaillé sur les mêmes transactions. Donc c'est formidable. Alors, si jamais, effectivement, vous avez celui-ci qui a quelques transactions en plus par rapport à celui-là, la transaction, soit elle va se retrouver à nouveau en attente de validation, et c'est ça qui va être le cas, et elle va être probablement minée à l'intérieur de ce bloc-là. D'accord?
mais il peut arriver que la transaction elle puisse éventuellement être détruite. Dans ce cas-là, vos bitcoins, ils vous reviennent et ils n'ont jamais été dépensés. Matériellement, à partir de quand un nouveau bloc est créé, c'est quand il atteint sa taille maximale, forcément. Non, un nouveau bloc est créé lorsque un mineur quelque part réussit à calculer un hash qui a le bon pattern avec le bon nombre de zéros. Un nouveau hash. Mais le système, l'ensemble du protocole essaye de faire en sorte que la difficulté de créer un nouveau bloc soit suffisante pour qu'un nouveau bloc soit produit en moyenne toutes les 10 minutes. Ce que je comprends pas, c'est que si on crée des blocs, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas à l'infini, au bout d'un moment, il y a un agent de 240. J'ai pas compris. En fait, ce que je comprends pas, c'est que si on écrit la chaîne, enfin, on peut créer des blocs qui sortent de nulle part, comme vous venez de le dire. Ouais. Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, ça s'arrête si on en crée qui vient de nulle part? C'est ça que j'ai pas compris. Parce que le système dit qu'on ne va pas continuer à en créer à l'infini, mais que tous les 210 000 blocs, la récompense est divisée par 2. C'est-à-dire aujourd'hui, la récompense, elle est de 12 bitcoins et demi toutes les 10 minutes. 12 bitcoins et demi par bloc. Pardon? En ce moment, oui. Au tout début, au moment de la création du bitcoin en janvier 2009, la récompense était de 50 bitcoins. Ensuite, au bout de 210 000 blocs, c'est-à-dire à peu près 4 ans, elle est passée à 25 bitcoins par bloc. Aujourd'hui, elle est de 12,5. Dans 2 ans et demi, elle va passer à 6,25, puis 3, puis 1,5, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que cette création monétaire se ralentit au fur et à mesure, et que dans un très très long moment, c'est-à-dire en 2140, on en arrivera à une somme totale de 21 millions. Illimité? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, sauf que un bitcoin... Non, non, le monsieur a raison. C'est le problème de la flèche d'Achille. On peut toujours découper une... Sauf... Alors, il y a une limite parce que un bitcoin ne peut pas être divisible à l'infini. Un bitcoin peut aller jusqu'à 8 décimales. Donc forcément, lorsqu'on arrive à la 8e décimale, là on est obligé d'arrêter et on dit qu'on a arrêté la création monétaire. Donc, rappelez-vous, il peut y avoir des soft forks avec des mineurs qui produisent 2 blocs valides en même temps, mais ce sera toujours la chaîne la plus longue qui sera considérée comme valide. Alors, pour aller au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une base de données, un registre d'informations qui est public, qui est distribué, décentralisé et qui est immuable. Alors vous avez plein d'entreprises et plein d'acteurs qui ont commencé à se dire « Ah mais ça pourrait être super intéressant », non pas juste pour écrire des transactions monétaires, etc., mais pour y inscrire d'autres types de données. Donc vous avez des gens qui ont commencé à écrire par exemple des contrats. Des contrats entre 2 entreprises, j'en prends une copie, je la mets sur la blockchain, comme ça je sais que cette copie elle est immuable et que si jamais j'ai un conflit entre ces 2 entreprises, dans 5 ans ou dans 10 ans, je serai capable d'aller vérifier quelle copie du contrat a été acceptée. Déjà qui font ça avec des séquestres des conditions. Vous avez des gens qui ont commencé à s'en servir pour générer des tokens, donc des sortes de jetons, qui vont servir par exemple à faire des miles, des points de fidélité, des choses comme ça, des coupons. Vous avez des gens qui travaillent sur des systèmes de vote, relativement simple. Regardez, je vous donne un jeton numérique qui vous permet de faire votre vote. Et je dis que chaque candidat aura un compte numérique. Je prends mon jeton de vote, je décide de l'envoyer à tel ou tel candidat, je fais une transaction sur la blockchain avec toute la sécurité que me donne le système. Et après, il me suffit de compter combien de jetons chaque candidat a reçu et j'ai fait mon vote. Aussi simplement que ça. Vous avez des gens qui travaillent sur le suivi de marchandises, sur les microtransactions, et vous avez même qui commencent à réfléchir à un remplacement du système SWIFT. Le système SWIFT, c'est le système actuel qui sert aux échanges interbancaires. C'est un vieux système qui date des années 70, qui n'est pas très efficace, qui est relativement lent, et l'idée, c'est de remplacer ça par des transactions à travers la blockchain. Donc vous avez toutes sortes d'applications qui commencent à apparaître autour de ce système, bien au-delà de juste des paiements avec le système que je vous ai décrit. Alors, vous avez une loi qui devrait passer au mois de juillet de cette année, qui notamment va commencer à réguler ce qu'on appelle les ICO. Les ICO étant des levées de fonds en matière en crypto-monnaie avec des tokens.
Donc c'est vraiment un début de régulation sur ces aspects. Et on pense qu'au fur et à mesure, il va y avoir un arsenal juridique qui va commencer à se monter pour vraiment qu'on ait quelque chose de solide et qui puisse permettre à tout à chacun de pouvoir l'utiliser sans aucune crainte notamment. Est-ce que le gouvernement peut influencer sur cette structure Alors, les gouvernements, ce qui va les intéresser, ce n'est pas tant le fonctionnement à l'intérieur de la blockchain ou la façon dont le Bitcoin fonctionne. Vous avez vu, on a un système qui est 100% décentralisé. À qui est-ce que vous allez demander des comptes? Il n'y a pas de compte à demander, c'est un système qui est complètement décentralisé, distribué. Donc, les gouvernements, ce qui va les intéresser, ça va être l'interface entre le monde de l'euro et le monde des crypto-monnaies. Par exemple, ici, chez CoinHouse, vous avez derrière vous un comptoir de change où les gens peuvent venir au quotidien pour pouvoir acheter et vendre un peu plus de 300 crypto-monnaies différentes. Et donc, je pense que très clairement, il y aura relativement rapidement une régulation sur ce genre d'activité où l'État voudra savoir dans quelles conditions est-ce que ce genre de transactions sont effectuées, les ventes et les achats de crypto-monnaies, et éventuellement qu'on puisse leur fournir des comptes, notamment au plan fiscal. Pour l'instant, c'est absolument pas encadré. La seule règle qui existe à l'heure actuelle en France, c'est une règle qui dit que, comme toute plus-value, si vous achetez du Bitcoin et que vous le revendez plus tard et que vous avez fait une plus-value, vous devez la déclarer. Comme tout revenu, déclarer ceci. Pardon ? Alors, déjà, ils pourront le vérifier si vous venez chez nous, par exemple, et que vous vendez des Bitcoins. Si vous vendez des Bitcoins chez nous, on vous fera un virement bancaire, donc ça va arriver sur votre banque, donc ça va se voir. Par contre, si vous achetez, mettons, une voiture Tesla avec vos Bitcoins et que vous avez un redressement fiscal, ça va se voir également. Donc, après, évidemment, chacun prend ses responsabilités. Moi, je vous conseillerais fortement, si vous faites des plus-values en crypto-monnaie, de les déclarer. Aujourd'hui, c'est 40%. Alors, aujourd'hui, c'est aux alentours de... Ça va dépendre. Aujourd'hui, c'est au régime des BNC. Mais il y a un arrêt juridique qui remet en cause ce système. Attendons de voir la loi Pacte et ce qui va en ressortir pour vraiment être sûr de comment ça va être géré. Elle paraît quand, la loi Pacte ? En juillet. Juillet. Mais a priori, elle sera appliquée uniquement en début 2019. Une dernière question par rapport à ce que vous avez montré qui était basé sur la blockchain Bitcoin et dans les grandes caractéristiques d'une blockchain. Est-ce que les nouvelles blockchains que vous créez, est-ce qu'il y en a parmi celles-ci qui remettent en cause un des grands éléments que vous avez cités ou qui a une nouveauté particulière qui ne fonctionne pas comme les Bitcoin? Alors, celle qui est la plus intéressante à l'heure actuelle, c'est bien entendu la blockchain Ethereum, qui est la deuxième en termes de valorisation. Les différences fondamentales, on peut en citer deux. La première, c'est que contrairement au Bitcoin qui permet juste de faire des transactions simples, je vous envoie des Bitcoins, vous m'en envoyez, etc. Avec de l'Ether, on va pouvoir faire des transactions avec des conditions. C'est-à-dire, je vous envoie 10 Ethers à condition qu'il se produise tel ou tel événement. Par exemple, je vous envoie 10 Ethers à condition que la France gagne son match de demain. D'accord ? Et j'ai fait un produit de pari sportif. Je vous envoie des Ethers à condition que le dollar ait pris 5%. Et j'ai créé un produit de dérivé financier, etc. etc. Ces transactions conditionnelles, elles portent un nom, vous avez peut-être déjà entendu parler, on les appelle les smart contracts. Les smart contracts, ça peut être aussi complexe qu'on veut. Là, je vous ai juste donné une condition, mais ça va pouvoir être extrêmement complexe. La deuxième particularité de l'Ethereum, et qui est, elle aussi est répliquée sur pas mal d'autres monnaies récentes, c'est la remise en cause du système de minage tel que je vous l'ai décrit. D'accord, avec Ethereum, pour l'instant, on a le même système de minage que pour le Bitcoin, mais l'idée, ça va être d'essayer d'évoluer vers des systèmes de minage qui notamment seront beaucoup moins consommateurs en énergie. EOS notamment, oui, qui utilise un système de minage complètement différent. Pour une personne lambda qui veut acheter de la crypto, quelle est la recommandation? Il faut que la crypto ait une utilité. Qu'est-ce qui vers quoi C'est toujours difficile à dire. Vous avez toutes sortes de stratégies qui sont possibles, notamment en matière d'investissement. Ce qu'on peut considérer, c'est qu'en général, les monnaies qui sont les plus valorisées, ça va être celles qui vont être les moins risquées, le Bitcoin, l'Ether, éventuellement Ripple. Plus vous allez tomber bas dans le classement de la valorisation, plus ça va être des choses complètement risquées, des paris plus ou moins importants. Toujours en matière d'investissement, le risque est toujours proportionnel au gain qu'on peut en retirer.
Oh, je vais l'oublier la deuxième fois. Je vous en prie. La première question, c'est concernant les contrats entre deux parties. Oui. C'est l'aspect juridique, c'est l'aspect juridique que je veux développer. Alors, s'il y a deux personnes, il y a un litige entre les deux personnes. Juridiquement, ça vaut quoi? Pour l'instant, absolument rien. Pour l'instant, vous avez juste un bout de code informatique qui s'exécute selon des règles spécifiques. Si il se passe un événement qui contrevient à l'une de ces règles informatiques, il n'y a rien du tout qui vous oblige juridiquement, qui vous engage juridiquement à respecter le contenu d'un smart contract. Rien du tout. Pas pour l'instant. Mais on espère, et je pense qu'on y arrivera relativement vite, on espère qu'il y aura au moins un jour une décision d'un tribunal qui permettra de valider le concept qu'un contrat, un smart contract effectué à l'intérieur d'une blockchain pourra avoir une qualification juridique sur laquelle on peut compter. Deuxième question, c'est quelle est la différence entre une blockchain et le token? Tangle. Donc Tangle, c'est la technologie sur laquelle repose une monnaie qui s'appelle le IOTA, qui n'utilise pas de blockchain. Donc vous n'avez du coup même pas l'existence d'un registre plus ou moins décentralisé. Il n'y a pas de blockchain. L'intégralité des transactions IOTA sont vérifiées avec les transactions suivantes. D'accord ? Donc on utilise les transactions suivantes pour valider les transactions précédentes. D'accord ? C'est un système complètement différent. Mais pourquoi pas? Il y a de la place pour différents acteurs et pour différentes technologies. J'ai deux questions. Quelle est la différence entre token et crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est un token en fait. Alors, on va pouvoir parler de différents termes, notamment aujourd'hui le terme qui englobe l'ensemble de ces choses, ça va être des crypto-actifs. D'accord? Donc, alors la différence entre un crypto-actif et une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est un crypto-actif qui n'a pas de sous-jacent. C'est-à-dire, un crypto-actif qui n'a pas de sous-jacent, c'est une crypto-monnaie. Prenez par exemple le Bitcoin. Il n'y a pas de sous-jacent. On ne peut pas dire qu'un Bitcoin vaut quoi que ce soit. Il n'est pas adossé à quoi que ce soit. Par contre, imaginez que vous créez un token, un crypto-actif qui est basé sur l'or. Vous vous dites, chaque token que je vais produire, j'ai dans mes coffres l'équivalent en or de mon token. Ce qui veut dire qu'à tout moment, vous pouvez échanger votre token contre de l'or. Là, on a un crypto-actif qui a un sous-jacent. Et alors, on parle souvent de token pour ça. Mais vous voyez, la différence fondamentale, c'est crypto-monnaie, ça va être un crypto-actif qui n'a pas de sous-jacent. C'est possible de créer sans sous-jacent? Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez très bien créer n'importe quel objet tokenisé, des objets financiers, des actions, des obligations, du pétrole, de l'or, des dollars, des euros, et les représenter par des objets numériques stockés sur la blockchain. Je vous en prie. Juste ma deuxième question, c'est aujourd'hui, ce que on pense, tout ce qui est crypto-monnaie, c'est quand même réputé de l'argent pas très propre. Mhm. Beaucoup ça, non, le blanchiment d'argent, des choses. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez sera différent dans le futur, ou avec notamment des réglementations, Mhm. Alors, c'est déjà le cas. En fait, il y a eu des études qui ont été faites, notamment j'ai lu il y a quelque temps une étude par le gouvernement québécois qui dit que en fait, ils ont réussi à compter moins de 2% de transactions sur la blockchain Bitcoin qui étaient en relation avec du blanchiment d'argent. Moins de 2%. Alors, pourquoi est-ce que le Bitcoin et les crypto-monnaies, crypto-actifs en général ont une telle réputation? À cause malheureusement des journalistes. Est-ce qu'il y a des journalistes dans la salle? Non. Alors, merci. Les journalistes, malheureusement, ils aiment bien un peu tout ce qui est sensationnaliste. Et donc, immédiatement, ils vont vous parler de choses qui font peur, etc., pour réussir à faire vendre leur journal. Pour les gens qui sont un peu âgés comme moi, au début des années 90, si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on voyait sur les journaux? Ah, Internet, ce réseau, ce qui fait peur, on peut y trouver des plans pour fabriquer des bombes. Oui, ok, mais aujourd'hui, Internet est encore là. On peut trouver, si vous allez suffisamment profond sur Internet, vous pourrez trouver des plans pour fabriquer des bombes ou des gens qui vous vendent de la drogue ou autre. Mais l'utilisation de masse, elle ne correspond pas à ça.
Et d'ores et déjà aujourd'hui, l'utilisation fondamentale du Bitcoin ne correspond pas, absolument pas, à du blanchiment d'argent. Oui, moi, c'est pas une question, c'est un témoignage. Les journalistes eux-mêmes étant manipulés par le système financier classique. Ce ne sont pas les journalistes eux-mêmes qui s'auto-saisissent d'un sujet. Aujourd'hui, le journalisme, en général, il est saisi d'un sujet quand la rédaction est appelée par une autorité XY, une star, ou enfin tout sujet, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est de faire passer le Bitcoin pour quelque chose, c'est effectivement de frauduleux, parce que ça les concurrence, et notamment les gens qui sont derrière Swift. Ça, possible. Mais c'est vrai aussi. Bien sûr. Mais nous, ce qu'on a pu constater, et j'en ai fait des interviews avec des journalistes, c'est que ce qui les intéresse pas mal, c'est ce qui est sensationnel. Lorsque le cours du Bitcoin, par exemple, a dépassé les 10 000 $ fin 2017, j'avais plusieurs interviews par jour. Alors, pourquoi 10 000 $, tout ça? Donc voilà, tant qu'il y a des gros chiffres, des choses un peu sensationnelles, c'est intéressant. En partie. En partie. En partie, oui, tout à fait. Bien sûr. Vous savez, je voyais une citation il y a quelque temps d'une dame qui était la présidente de l'équivalent du MEDEF en Italie, qui disait, en général, quand il y a une innovation quelque part, les Américains en font un business, les Chinois la copient et les Européens la réglementent. Donc là, on arrive à la troisième phase. Vous avez tous les gouvernements européens qui commencent à s'agiter un petit peu sur la question. Et effectivement, on va avoir des régulations sur ce genre de choses. Il me reste combien de temps? Dernière question. C'est pas un problème qu'il y ait plusieurs blockchains et que... C'est un marché. C'est un marché. Ce serait pas intéressant d'avoir une blockchain qui réunit toutes les blockchains en fait? Si, c'est formidable. Mais est-ce qu'elle pourrait répondre à tous les besoins? Non, mais qui enregistre les transactions des autres blockchains. Ah, alors oui, il y a des gens qui ont des projets pour faire des mécanismes de swap entre différentes blockchains où vous pourriez par exemple dire ok, moi je veux vous payer en Ripple et automatiquement, et vous voulez accepter que du Litecoin. Et ben on se débrouille avec des systèmes automatisés qui vont trouver quelqu'un qui achète mes Ripple contre du Litecoin ou qui achète mes Ripple contre du Bitcoin et ensuite quelqu'un d'autre qui fait le transfert, etc., etc. Il y a des gens qui travaillent sur ce genre de questions. Et concernant les millions de Bitcoin, comme vous avez dit, c'est limité à 21 millions, etc. Ouais. Actuellement, il y en a combien qui sont 18 millions. 18 17 17 17 ou 18. Ok. Écoutez, je vous remercie. Revenez me voir après, juste après, monsieur. Merci.